Chauvin, bonjour. Vous Bonjour. êtes candidat aux élections européennes 2014 pour la liste pour une France royale au cœur de l'Europe. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et puis présenter également la liste, la démarche et le mouvement auquel vous appartenez? Alors moi-même je suis professeur d'histoire, je m'appelle Jean-Philippe Chauvin, je travaille dans la région parisienne, mais je suis breton, natif de Rennes et très attaché à Rennes et à la Côte d'Emeraude où je réside assez régulièrement. Je suis militant royaliste en même temps que je suis professeur, mais je sépare évidemment les deux au niveau professionnel. J'écris sur des blogs, sur des petits journaux ou dans des revues pour défendre la monarchie bien sûr, mais aussi un certain nombre de propositions qui pourraient cadrer avec l'instauration d'une monarchie. Et j'ai été candidat il y a 5 ans aux européennes de 2009 déjà. J'ai été candidat royaliste à chaque fois à plusieurs législatives partielles, à une cantonale, à d'autres élections diverses, car pour moi, se présenter aux élections, c'est pas tellement pour compter de maigres voix, mais plutôt pour faire entendre celle des royalistes et au moins faire entendre une voix différente justement du concert que l'on entend généralement pendant les élections. Et cette liste, pour une France royale au cœur de l'Europe, eh bien, elle regroupe des royalistes que l'Alliance royale a réunis pour défendre un certain nombre d'idées dans le cadre du débat sur l'Europe, du débat européen, à la fois sur les institutions européennes et sur celles qu'il faudrait à la France pour compter, pour peser un peu plus en Europe. Alors que dit justement cette voix royaliste par rapport au discours ambiant, au discours politique, on va dire, plus commun? D'abord que la construction européenne, qui aurait pu être une belle idée, qui a même été une espérance, il ne faut pas l'oublier, a été consciencieusement gâchée par les experts, les technocrates, les idolâtres d'une certaine manière, d'une Europe qui n'avait plus grand-chose à voir avec l'histoire, mais beaucoup plus avec les enjeux de la finance, de l'économie, etc., etc. L'Europe de Jean Monnet n'est pas une Europe très sympathique. Elle s'est basée sur l'économique alors qu'il aurait fallu du politique, ne serait-ce que pour permettre du social. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? C'est l'Europe de Monnet et de Schuman qui a triomphé, et c'est une Europe où l'argent domine, où les grands groupes financiers dominent, et où les peuples, les États, les nations, qui ont été presque niés, eh bien, ont tendance à ne plus pouvoir, pas tendance, mais ne peuvent plus s'exprimer dans des institutions qui ne sont pas prévues pour eux, ni pour les peuples, ni pour les États, ni pour les nations. Et du coup, cette Europe est complètement déséquilibrée. Elle profite aux puissants, au niveau économique, et elle défavorise un peu plus les faibles. Et il y a une chose qui me marque particulièrement dans le débat européen, c'est que la question de la pauvreté, des nouvelles pauvretés, n'est abordée que sous l'angle de l'austérité ou de la rigueur. Mais ce n'est pas forcément le meilleur moyen de la poser. Car aujourd'hui, il y a un quart de pauvres, et que cet appauvrissement, il se perpétue, mais surtout, il s'accroît depuis quelques années. En grande partie à cause d'une crise qui touche l'Europe et la zone euro, mais qui n'est en fait que le processus en cours de la mondialisation. D'accord. Alors vous parlez de l'Europe de Monnet et de Schuman qui s'est imposée, qui est notre Europe aujourd'hui. Comment aurait-on pu construire l'Europe différemment? En fait, vous avez anticipé sur ma deuxième question, sur la construction européenne. Êtes-vous favorable à la poursuite de la construction européenne? Et si oui, comment faire l'Europe autrement? Quelle autre Europe on aurait pu faire à la place de Robert Schuman, sachant que les peuples sont quand même très différents? Justement, il aurait fallu tenir compte des différences d'États, des différences de nations, des différences stratégiques d'ailleurs entre les uns et les autres. La France a une politique qui pouvait être organisée et qui devrait être organisée, qui l'a été pendant longtemps, vers les pays du Sud, en particulier vers les pays francophones. Il y a une très forte attente de la France, ou pour la France, dans les pays francophones et dans un certain nombre de pays autres d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, etc., comme une voie un peu différente. Sans doute le souvenir du général de Gaulle qui avait su développer une politique qui était une politique de puissance moyenne. Il était tout à fait conscient
que la France était une puissance moyenne et qu'en même temps, mais qu'elle restait une puissance et que justement, puisqu'elle n'était pas vouée à être une hyperpuissance ou à une superpuissance, elle devait jouer le rôle d'une puissance médiatrice. Je crois que, en définitive, la grande erreur de l'Union européenne, c'est de se penser comme un empire économique et d'oublier qu'en définitive, un empire économique ne fait pas un empire politique et que c'est surtout les États qui peuvent faire du politique et du social. Et que l'Union européenne, elle a échoué justement à créer cet État européen parce qu'elle n'avait pas dans sa nature propre l'idée d'en créer un en tant que tel. L'idée de monnaie, c'était d'en finir d'une certaine manière avec les frontières, mais aussi avec les États. On est arrivé de manière plus ou moins avancée, à ce stade-là, effectivement, où les frontières ne comptent plus, où les États ne comptent plus, et je crois que ça risque de s'aggraver avec le traité transatlantique. Et je pense que justement, il aurait fallu, et il faudrait, parce qu'il va falloir reprendre les choses, peut-être pas totalement à zéro, mais il va falloir reprendre les choses. Il faudrait refonder cette alliance européenne, cette construction européenne, sur des États, mais des États consolidés, en particulier sur le plan politique, pour être capable de s'imposer aux forces économiques. Donc avec des États différents. C'est-à-dire, par exemple, les Français sont très attachés à des services publics puissants, les Anglais à la liberté individuelle et à la liberté d'expression, liberté d'entreprendre. Que sais-je encore, il y a 27 États, enfin 28 États aujourd'hui, donc c'est pas vraiment une Europe finalement d'avoir des États. Je crois qu'une Europe, c'est une erreur d'une certaine manière au niveau sémantique. On devrait dire des Europes. Dans l'histoire d'ailleurs, il y a eu souvent des Europes. À chaque fois qu'il y a eu une Europe, elle n'était pas exactement celle que nous connaissons. Rome, c'était aussi tout le bassin méditerranéen. Byzance, ce n'était qu'une partie de ce bassin méditerranéen. La chrétienté, ce n'était que la partie occidentale de l'Europe, etc., etc. Je pense qu'il faut justement repenser l'Europe, refonder l'Europe ou les Europes, mais là je parle de l'ensemble européen, institutionnel, à travers les traditions et les États, et les traditions de ces États. Et effectivement, la France est très attachée à la notion de service public, et tant mieux. Mais il est intéressant de constater que dans le droit européen, cela n'existe pas. On parle de service d'intérêt général, etc., mais la notion de service public n'existe pas dans l'Union européenne. Elle n'est pas reconnue comme telle. Et je pense que ça serait dommage que, justement, la France perde cette spécificité, peut-être, de services publics qui, malgré leurs défauts, nombreux sans doute, mais avaient le mérite au moins d'exister. D'accord. Concernant le marché transatlantique, vous en avez un petit peu parlé. Est-ce que vous êtes favorable sur le principe au marché transatlantique et dans la condition où vous seriez élu député, quels seraient les critères minimaux pour accorder votre vote au marché transatlantique? Alors je suis totalement défavorable à ce libre-échange absolu. Et puis, ce qui me semble d'ailleurs assez paradoxal, c'est qu'on nous dit, et on nous a dit pendant longtemps, il suffit d'ouvrir les manuels scolaires, je suis professeur et je peux vous le certifier, les manuels scolaires nous expliquaient encore, il y a peu, que l'Europe, l'Union européenne avait été fondée justement pour apparaître comme quelque chose de plus puissant, ou en tout cas capable d'être différent des États-Unis, de l'URSS à une certaine époque, ou en tout cas des puissances émergentes. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, tant pis pour l'Europe indépendante, on va faire un ensemble euro-atlantique. Et on nous dit, c'est formidable, on va faire un grand marché superbe qui va faire un tiers de la fortune mondiale, de la puissance mondiale. Je pense que c'est absolument contradictoire avec l'idée d'une construction européenne indépendante. Mais cela rejoint l'intention de Jean Monnet, et celle même du traité de Rome, quand on le lit bien. L'intention de Jean Monnet, c'était déjà cette Europe transatlantique. Il a fait échouer l'Europe, Jean Monnet. Il a fait échouer l'Europe indépendante en 1963, lorsque, après le traité signé entre Adenauer et De Gaulle, il a fait rajouter par les députés allemands au Bundestag, il a fait rajouter une clause comme quoi l'Allemagne, évidemment, ne signait ce traité tout en gardant sa place au sein de l'OTAN. Et donc en restant attaché au commandement américain. C'est Monnet qui a saboté l'Europe, d'une certaine manière, l'Europe indépendante, l'Europe européenne. C'est pas De Gaulle, contrairement à ce que l'on croit. Et je crois que malheureusement, le traité transatlantique, il est dans la droite ligne de cette conception monétiste de l'Europe. Et je remarque que les trois grands partis européens,
sont favorables à ce traité transatlantique. Moi, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'ouvrir une négociation sur ce traité transatlantique, surtout entre Union européenne et États-Unis. Il serait beaucoup plus intéressant de négocier des traités au cas par cas sur tel ou tel thème avec les États-Unis, mais aussi avec d'autres partenaires. Les États-Unis ne sont pas l'avenir de l'Europe en tant que tel. D'accord. Alors, quand on vous écoute, on se dit que les paroles que vous dites pourraient être sorties pratiquement, hormis le royalisme, pourraient être sorties de la bouche du général de Gaulle. Qu'est-ce que le gaullisme pour vous, le vrai, pas celui qu'on nous rabâche tous les jours à la télé ou dont on se réclame à la télé tous les jours, mais qu'est-ce que pour vous le gaullisme et en quoi le royalisme n'est pas compatible avec le gaullisme? Alors, je ne suis pas gaulliste, je suis plutôt gaullien. Disons que je connais l'histoire de Gaulle, je connais ses positions courageuses. Il est celui qui a relevé la France en des temps compliqués et qui a redressé l'État, qui a relevé l'État, mais qui a établi même une sorte de monarchie républicaine, mais qui n'est pas allé jusqu'au bout de la logique, d'une monarchie royale. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut apprécier chez lui, mais aussi un certain nombre de choses qu'on peut lui reprocher. Donc je ne suis pas gaulliste, je suis plutôt gaullien dans la méthode. Mais en fait, De Gaulle ne fait que reprendre la méthode capétienne. C'est-à-dire que la France soit un État qui compte, un État qui soit médiateur, un État qui pense en politique libre. Il disait, De Gaulle, mon verre est petit, mais je bois dans mon verre. C'est l'idée de l'indépendance capétienne, l'idée de l'indépendance royale, et qui permet de négocier parfois avec les uns ou les autres sans, je dirais, s'inscrire dans un grand cercle, dans un ensemble dont on ne pourrait pas s'extraire. Donc je pense que la spécificité royaliste, c'est justement d'aller plus loin d'une certaine manière. De Gaulle n'a fait que passer quelque part. Un passé il a marqué son temps, bien évidemment, et il a créé une république dans laquelle nous sommes encore. Mais il n'a fait que passer, il n'a pas eu de successeur. Et De Gaulle était je dirais, un Richelieu sans roi. Eh bien, nous voulons faire de l'État un État royal qui permette de nouveaux Richelieu, et éventuellement de nouveaux De Gaulle à leur place, et pour aider justement à l'indépendance française, mais pas seulement, pour aider aussi les autres peuples du Sud, entre autres, mais aussi d'Europe, qui comptent sur la France et qui comptent sur sa place dans l'histoire et dans la géopolitique pour eux-mêmes exister. Alors, il y a quelques autres partis qu'on pourrait rapprocher, on va dire, avec votre discours et qui se présentent également aux européennes. Je vais en citer trois, donc le Front National, je suis un petit peu obligé, Debout la République et l'Union Populaire Républicaine. Est-ce que vous connaissez bien ces trois partis et comment vous vous positionnez par rapport à chacun d'eux? Alors, je les connais, sans forcément être allé beaucoup plus loin, je les connais, je regarde directement leurs publications, car j'aime bien me faire une idée par moi-même, comme je regarde d'ailleurs de l'autre côté de la barricade, comme l'on dit. Je pense que les uns et les autres peuvent avoir des idées intéressantes, et puis il y a aussi des choses qui sont un petit peu rédhibitoires, où il peut y avoir des situations de blocage. Je ne suis pas persuadé que, par exemple, le populisme soit une réponse tout à fait adaptée à la situation. Je pense plutôt qu'il faut insister sur l'État, sur la nature de l'État, sur le caractère de celui-ci à peser en politique. Voilà, d'une certaine manière, ma différence. Alors, on pourrait en discuter beaucoup plus longuement avec le Front National, par exemple, qui est trop dans cette logique populiste, peut-être, et pas assez dans une logique politique, entre autres. J'aurais aussi d'autres reproches à faire, et puis aussi quelques éléments positifs. Quant à Nicolas Dupont-Aignan, quand il dit « Debout la République », je suis toujours un peu surpris parce que c'est « Debout la France » qu'il voudrait dire. Il y a une confusion qu'il ferait entre la France et la République. Il a, lui, une notion peut-être plus politique qui m'intéresse aussi énormément. Mais il reste attaché à des formes républicaines et il y a, là encore, non pas un blocage de sa part, mais il y a encore sans doute des progrès à faire. Mais je comprends que des royalistes puissent participer, par exemple, à sa liste ou à ses listes d'une certaine manière, ou des gens proches d'une idée de la monarchie. Certains y voient une sorte de régence, peut-être, provisoire. Et puis, quant à le troisième était l'UPR de François Asselineau, eh bien, il dit des choses, là encore, extrêmement intéressantes, très critiques à l'égard de l'Union européenne, et il y a des arguments que, là encore, on peut reprendre. Mais je ferai un peu le même reproche
qu'aux trois autres, c'est qu'il ne conclut pas en politique. Je suis persuadé qu'il faut passer par le politique d'abord, par la reconstruction d'un État qui ne soit pas tout le temps piégé entre deux élections présidentielles pour pouvoir refonder, replacer la France dans le concert européen. C'est la politique de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, s'est pas lancée dans une carrière électorale. Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va reconnaître le dauphin, elle va conquérir quelques villes et elle s'arrête. Une fois que quelques bastions sont là, elle s'arrête, elle va directement à Reims. Elle fait sacrer le roi. Elle se dit, quoi qu'il arrive, maintenant l'État est refondé. Et c'est en refondant l'État que la libération de la France pourra être totale. Alors, nous ne sommes pas à l'époque de Jeanne d'Arc, les choses ont changé, mais je pense que la logique est la même. Et je pense que ces trois partis que vous me citez devraient plus exactement, plus profondément relire la politique, car il y a une véritable politique, la politique de Jeanne d'Arc. D'accord. Alors, pour rebondir sur ce que vous dites, est-ce que vous connaissez Étienne Chouard, qui n'est pas du tout un politique, mais lui, qui prétend, qui dénonce aussi la République issue de la Révolution, comme quelque chose d'instable notamment et donnant le pouvoir aux riches. Est-ce que vous ne croyez pas comme lui qu'on puisse faire quelque chose de représentatif ou quelque chose qui ne soit pas royaliste en tout cas, parce que lui n'aime pas trop ce qui est représentatif, mais quelque chose qui ne soit pas royaliste et pourtant stable, avec des institutions bien écrites et notamment écrites par les Français eux-mêmes? Alors je pense que la démarche de M. Chouard est très intéressante. Il parle souvent d'ailleurs du tirage au sort, de choses comme cela, d'une forme de démocratie directe. Eh bien je dirais que ce n'est pas forcément incompatible avec une monarchie active. La monarchie que je souhaite est une monarchie fédérale et fédératrice et fédérative. Et donc on peut très bien comprendre qu'il y ait beaucoup plus de liberté dans une France royale que dans une France républicaine, où tout part de Paris, y compris la décentralisation, ce qui est quand même le comble. Donc il est possible de trouver des arrangements. On votait beaucoup sous l'Ancien Régime, dit-on. Il y avait tous les dimanches, pratiquement, à la sortie de la messe, dans le conseil de fabrique ou sur le parvis, des décisions qui étaient prises par les gens du cru. Alors évidemment, c'était des décisions très locales, mais après tout, pourquoi pas, d'une certaine manière? Très locales, un local que l'on peut aujourd'hui agrandir, évidemment, à la province, à la municipalité, et puis à d'autres cadres, même professionnels, et pas seulement politiques. Donc je pense qu'en définitive, la monarchie, l'État monarchique peut permettre ces formes de démocratie, je mets au pluriel, de démocratie communale, politique, professionnelle. Comment se protéger, ce sera ma dernière question, comment se protéger d'un roi qui serait un mauvais roi, c'est-à-dire qui aurait tendance à abuser de ses pouvoirs? C'est arrivé plein de fois aussi dans l'histoire de la royauté. L'histoire de ce côté-là, effectivement, nous montre que l'homme reste l'homme. Et c'est d'ailleurs à la fois une force et parfois une faiblesse de l'État royal, c'est que c'est un État humain, un État familial. Le père et le fils ne s'entendent pas toujours, même dans les familles royales. On a vu Louis XI s'en prendre à son père. Ça rappelle d'ailleurs une pièce de Shakespeare, ou quelques pièces de Shakespeare qui évoquent justement ce conflit familial et comment la résolution politique parfois, lorsque dans une des pièces, Henri V, me semble-t-il, oublie ce qu'il a été lorsqu'il était jeune pour devenir le roi de tous. Je crois que les rois ont été des hommes comme, non pas comme les autres, mais qui n'étaient pas prisonniers d'une féodalité, qui n'étaient pas prisonniers d'une élection, qui étaient juste prisonniers de leur naissance quelque part, et du fait qu'ils étaient ou qu'ils devaient devenir rois, ou d'ailleurs ou pas, parce que certains le sont devenus un petit peu presque par hasard. Je pense que l'histoire nous a montré que, justement, l'État royal a beaucoup de souplesse et qu'elle peut dépasser ces problèmes qui se sont posés dans l'histoire. On l'a vu, Charles VII remplacera, d'une certaine manière, à sa mort, Charles VI et fera la politique que Charles VI n'osait plus faire. Louis XIII était un roi intelligent, mais un petit peu nerveux, etc., mais il s'en est remis à Richelieu. Louis XIV, lui, qui reste un grand roi, malgré ses erreurs, en particulier du fin de règne, ses erreurs stratégiques, avait pris des gens qui étaient fort différents dans son conseil. Et justement, il tranchait entre des options différentes. Je crois que la souplesse de la monarchie est un avantage aujourd'hui. Ça ne nous empêche pas, effectivement, de nous rappeler de ses faiblesses, de ses erreurs passées. Justement, l'histoire doit être source d'expérience pour éviter de les refaire. Mais je ne dirais jamais que la monarchie est un régime parfait, parce que c'est un régime humain. C'est le régime qui permet le plus de possibilités de faire le bien, et
et en particulier le bien commun. D'accord. Jean-Philippe Chevin, merci beaucoup. Et Je vous en prie. bonne chance pour ces élections européennes. Merci. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините.